Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sassa, bienvenue pour la suite de ce reportage sur la construction d'un four en terre dans la campagne de Yilan en mode chantier participatif sous la supervision d'Emma Liao. La semaine dernière, nous avons parlé des différentes couches de ce four, masse thermique, isolation et couche résistante aux intempéries qui peut être sculptée. Chaque four a ses particularités et celui-ci est assez sophistiqué, mais c'est aussi ce qui permet à ce four d'être performant et donc économe en énergie. Je n'ai pas eu le temps de vous dire comment nous avons façonné l'intérieur du four. En fait, avant de poser les plaques en granit, nous avons bien vérifié à l'aide d'un niveau que le sable était plat. Ensuite, nous avons fait un tas de sable en forme de demi-cercle comme un dôme. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, car il faut juste le bon niveau d'humidité. Si le sable n'est pas assez humide ou trop humide, eh bien ça s'effondre. Il faut savoir être patient et persévérant. Avant ça, nous avons placé la porte du four au bon endroit et pour qu'elle tienne, nous l'avons liée à des briques qui ont été ensuite recouvertes par le tas de sable. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux photos sur le site internet. Afin que l'air circule bien dans le four, il faut que la hauteur de la porte corresponde à 63 ou 64% de la hauteur de la voûte intérieure du four. Ça paraît un peu compliqué, mais en fait c'est très simple. En l'occurrence, notre porte mesurait 27 cm de haut, donc notre dôme en sable devait mesurer environ 43 cm. On construit ensuite sur ce dôme en sable la première couche de masse thermique, la couche isolante, puis la troisième couche. Il ne faut surtout pas aller trop vite. En effet, si l'on construit tout d'une seule traite, la terre n'a pas le temps de sécher progressivement, elle est trop lourde et il y a donc un risque que tout s'écroule. Il vaut mieux travailler petit à petit le week-end, ce qui finalement se prête bien à un travail d'entraide sur son temps libre. En revanche, on n'a pas besoin de terminer entièrement la troisième couche pour ouvrir le four, retirer le sable et commencer à allumer le feu pour la première fois. C'est mieux d'ailleurs, comme ça si l'on constate un problème lors du premier allumage, on peut réparer plus facilement. Enlever le sable à l'intérieur du four, c'est très marrant. On doit se glisser dedans pour nettoyer les parois. Bien sûr, il ne faut pas les abîmer, alors on peut utiliser de la paille tout simplement pour frotter. Une lampe de poche sur le front, dans un espace exigu, on a un peu l'impression d'être dans une mine de charbon. Vient ensuite l'inauguration du four. La première fois qu'on allume, c'est le moment le plus critique, le moment de vérité en quelque sorte, où l'on va voir si le four fonctionne bien. C'est aussi à ce moment-là que le four va sécher totalement et il ne faut pas que ça aille trop vite. C'est pourquoi il nous a fallu veiller 24 heures d'affilée. Et oui, nous avons dû nous relayer toute la nuit. Mais avant cela, il a fallu préparer différentes sortes de combustibles. Nous avons donc passé beaucoup de temps à trier et à scier le bois. Car, comme le dit Emma, le feu, c'est comme un être humain. D'abord, quand il est bébé, il faut l'allaiter avec du papier, du coton et de la paille. Et ce n'est que progressivement qu'il pourra se nourrir de petits bois légers, puis de bois plus grands, et enfin de bois lourds, tels que le bois de longagné ou de litchi. En plus de nous donner des fruits délicieux, c'est une raison de plus pour planter ces arbres. Aujourd'hui, la plupart des gens, sauf peut-être les scouts, ne savent plus comment allumer un feu sans briquet et ne savent pas le maîtriser, ce qui était pourtant d'une importance cruciale dans la vie de nos ancêtres. Emma nous a expliqué le b.a.-ba, c'est-à-dire que le feu est une réaction en chaîne qui part de la combinaison de 3 éléments, le combustible, une haute température et l'air. S'il manque un de ces 3 éléments, le feu ne s'allume pas. C'est la raison pour laquelle le bois contenu dans la couche isolante du four n'est pas censé brûler, car il manque l'élément air. Après cette petite introduction théorique qui nous a rappelé nos cours de physique à l'école, nous avons passé une après-midi à nous familiariser avec le feu. Tout d'abord, Emma a allumé le feu de manière naturelle. C'est un moment très solennel et nous l'avons accompagné en chantant en chœur. Nous avons ensuite essayé plusieurs types de rocket stove ou poêles de masse fusée. En chinois, on dit huojianlu. Cela permet plutôt de comprendre le fonctionnement de la cuisinière au feu de bois que nous avons construite en parallèle du four et dont je vous reparlerai dans une autre émission.
En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir que les enfants aiment observer le feu et à quel point ça les calme. De nos jours, de nombreux enfants n'ont pas l'occasion de se familiariser avec le feu. Ça part d'une bonne intention des parents qui veulent leur éviter tout danger, mais en réalité, si l'on n'a jamais été au contact du feu, quand on devient adulte, on peut en avoir peur. Et justement, ne pas savoir le maîtriser, c'est ça qui est potentiellement dangereux. Mieux vaut apprendre à apprivoiser le feu qu'éviter tout contact. Bien sûr, apprivoiser le feu, ça ne se fait pas en une fois, mais dès le premier contact, on a déjà l'impression de dialoguer avec lui. On lui donne du combustible et il nous donne, je dirais, de la beauté à l'infini. C'est vraiment fascinant de regarder les flammes et le bois brûler. En fonction du type de bois, la manière de brûler sera complètement différente. On ne s'en lasse pas. Emma, quant à elle, peut regarder le feu comme si elle regardait la télévision. Elle peut rester devant toute une journée sans voir le temps passer. Et puis c'est encore mieux que la télévision en fait. Nous nous sommes donc répartis les rôles pour la nuit, que nous avons donc passé à entretenir le four et à nourrir le feu. Avec la fatigue, notre esprit était comme happé par les flammes, bercé par le croissement des grenouilles, le cri des chouettes, les aboiements des chiens et le crépitement du foyer. Tout cela est très romantique, mais c'est en même temps un peu technique. Nous avons appris plein de choses grâce à Emma. Par exemple, comment faire si le feu décline soudainement ? Notre premier réflexe, c'est souvent d'ajouter du combustible. Mais il faut revenir à la base, c'est-à-dire à l'équilibre entre les trois éléments, température, combustible et air. Face à un problème, il faut se demander lequel de ces trois éléments manque. Et en fait, c'est souvent un manque d'oxygène. Il suffit alors de soulever un peu le bois pour créer un appel d'air et hop, le feu reprend de plus belle. Ou alors, si c'est un manque de combustible, il faut donner du bois petit et léger pour que le feu reprenne, car il n'a pas encore la capacité de brûler du gros bois. Au tout début, pour chauffer le four progressivement, il faut que le feu se développe d'abord d'un côté, puis atteigne à la force de ses flammes le combustible placé de l'autre côté du four. Puis les flammes se rejoignent au centre à partir des deux côtés. C'est un phénomène magnifique à observer. Un autre phénomène intéressant, c'est que quand le four atteint environ 400 degrés, les parois deviennent blanches. Nous avons fait chauffer le four jusqu'à environ 600 degrés cette nuit-là, mais de manière progressive. C'est par la pratique et l'expérience plutôt que par la théorie que l'on peut se familiariser avec le feu. Les participantes à l'atelier ont beaucoup apprécié cet apprentissage. Pour Jingming, c'était très plaisant de rester en compagnie du feu aussi longtemps. Le feu hypnotise, d'autant plus que l'on est fatigué pendant la nuit. Yuhan, quant à elle, s'est levée à 4 heures du matin pour s'occuper du feu. Il faisait sombre et frais. Être à côté du four était donc très agréable. Mais à partir de 7 heures, il a commencé à faire très chaud près du four et l'envie de dormir s'est faite ressentir. Chani, quant à elle, a préféré le contact avec le feu qu'avec la terre. Le travail de la terre est pour elle répétitif, alors que le feu bouge tout le temps. C'est un défi de tous les instants. Il faut observer, interagir avec lui pour parvenir à trouver un équilibre et le maîtriser. Quant à Guiyun, elle a été émue aux larmes par le contact avec le feu. En ville, on allume le gaz en tournant un bouton dans notre cuisine. Avec le feu, en revanche, on tisse un lien. Elle a réalisé que la terre, le feu, les humains, nous sommes tous liés et chacun a un rôle à jouer. Quant à moi, qui ai eu très peu de contact avec le feu quand j'étais enfant, je me rends compte que le feu n'est pas forcément dangereux. En tout cas, même si on ne peut pas forcément le contrôler, on peut délimiter son périmètre et apprendre à l'apprivoiser. Je me dis que ce serait vraiment super si l'on pouvait construire un four en terre dans toutes les écoles avec les enfants, car cela leur permettrait de comprendre concrètement de nombreux phénomènes qu'on apprend en cours de physique. En plus, les enfants pourraient ensuite faire la cuisine ensemble. Mais c'est vrai que si c'était Emma Liao qui enseignait, ce serait encore mieux, parce qu'elle est très pédagogue. Le matin, après la veillée, nous étions très heureuses d'utiliser le four pour la première fois. Nous avons fait du pain pita. Et puis nous en avons profité pour mettre notre dos face à la porte du four à tour de rôle pour profiter des infrarouges. Alors qu'il faut habituellement payer très cher pour le traitement des douleurs dorsales par la chaleur à l'aide d'une machine,
Là, c'était gratuit pour nous et naturel. Après les efforts de la construction et le manque de sommeil, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Ce moment était inoubliable. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cet épisode et j'ai une petite annonce à vous faire. À partir de la semaine prochaine, Les Joies de l'éco-construction sera diffusé non plus le mardi mais le mercredi. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux à me suivre et j'en profite pour vous remercier pour les messages que vous m'envoyez. N'oubliez pas de vous rendre sur la page de l'émission du site de RTI car j'ai mis quelques liens intéressants en français, par exemple le wiki du Low Tech Lab et une vidéo de l'archipel pour apprendre à construire un four en terre. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain. En attendant, bonne continuation en compagnie de RTI. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.